Ouais. Vas-y. Alors, je reprends. Alors, je dis bonsoir à tout le monde et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous le sujet. Donc, je crois que vous avez reçu le pasteur Deméo entre la neutralité et l'action politique. Comment le chrétien protestant haïtien peut-il contribuer au changement de l'environnement sociopolitique et sécuritaire du pays? Alors, moi-même, j'essaie de reformuler, si vous voulez, ce sujet. Et entre la neutralité et l'action politique, je dirais quelle action politique? C'est une très grande interrogation que je me pose ici. Euh, alors, si c'est pour une action politique qui se fonde sur la tradition ou sur l'expérience, j'en suis pas d'avis. Donc, je suis pas d'avis. Toute action politique pour moi, pour le moment, doit se baser sur une instance. Je dirais une instance de fondation, une instance qui fait autorité, qui doit être la raison. L'instance de fondation et qui fait autorité doit commencer par là, doit prendre son origine avec la raison. Si vous voulez, quelque chose d'objectif et qui est invariable face à la subjectivité. Il faut reconnaître qu'en Haïti, on est dans une situation un petit peu complexe et compliquée à la fois, complexe et compliquée dans le sens que notre forme d'organisation et ce qui structure notre société et dans les différentes sphères de la vie sortent la trace du magico-religieux, une forme de tradition héritée jadis. Quand il s'agit d'organiser donc une société, on met hors jeu la rationalité au profit, je dirais, de mélange magico-religieux ou expérientiel. On est pris dans cette dynamique anthropologique générale, et euh, ce qui légitime nos pratiques. Si l'action politique est prise, je dirais, dans le sens des philosophes sur lesquels je travaille, c'est Hegel, et s'organiser, donc d'organisation, si vous voulez, s'organiser, du coup, requiert une certaine rationalité. Je veux dire, rationalité, donc une pensée. Ce qui allie pour moi, allié, allie pour moi objectivité et, et subjectivité. Je dirais une pensée comme la volonté de l'esprit, dans une perspective comme celle de mes propos, donc celle du texte, le sujet, la thématique que nous expliquons, où on essaie d'expliquer, la pensée, pour moi, détermine une forme de savoir, mais également le vouloir. Donc, il y a, il y a dans tout ça, donc, je le dis déjà, donc objectivité et subjectivité. C'est une manière de saisir l'humain, et non seulement l'humain, mais aussi son monde, comme sujet de connaissance et objet de savoir. Et c'est ce que j'appelle moi-même, et si je veux justement définir rationalité, et c'est ce que j'appelle rationalité. Dans la façon de poser ce travail, il y a la pensée sous forme théorique, je veux dire, l'État, la politique et le vouloir, et pour moi l'action politique. Rationalité venant de la pensée. Tout cela définit le rapport de ce que l'humain entreprend avec le monde et ce qui différencie l'homme de l'animal, sa capacité à penser. L'esprit, comme disait Hegel, l'esprit est le pensée absolument pensant. Donc l'esprit joue un rôle important dans, euh, dans tout ce qui est objectivité, aussi la subjectivité. Ce par quoi l'être humain se distingue des animaux. Alors,
Reprenons la question précédente au regard de nos propos. Quelle action politique en rapport avec l'esprit, la pensée ou la rationalité? Il n'y a pas d'action politique qui soit porteur d'espérance pour moi et qui soit susceptible de répondre aux besoins du secteur protestant si elle ne travaille pas sur ces deux axes. Le premier, c'est la notion de mémoire. Et le deuxième, c'est donc c'est un travail sur une théologie, si vous voulez, une théologie contextuelle. C'est deux points importants pour moi. Donc, avant justement de parler même de l'action politique, c'est un travail, il faut faire ce travail de mémoire. Donc, et il faut aussi, si vous voulez, travailler sur une théologie contextuelle, définir vraiment c'est quoi pour nous les Haïtiens une théologie contextuelle. Donc, dans un premier temps, la question de la mémoire. D'abord, de quoi s'agit-il quand nous parlons de la mémoire? La mémoire, comme, pour moi, c'est comme expérience humaine. Il faut avoir accès à un passé. Accès à un passé, à nos passés, c'est une modalité anthropologique essentielle qui fixe l'homme donc à la durée. La mémoire est liée au temps et à la durée et aussi, si vous voulez, donc à l'éternité. Elle ouvre plutôt l'homme à l'universalité. Donc, ce qui permet à l'homme de perdurer dans le temps, c'est la mémoire. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de construction de société sans un travail de mémoire. Avant de mémoire du protestantisme, moi, je me pose cette question, qui ouvrage que nous gagnons sur le protestantisme, qui est capable d'idées réflexion nous, pour que nous sommes capables de travailler sur une action politique. Et nous avons accès à peu d'informations sur notre passé protestant, sur le passé encore, en fait, sur le passé du pays, c'est encore plus grave, l'histoire du pays. Donc, il faut donc, en fait, nous essayer d'expliquer en fait, faire ressortir plutôt les entrecroisements entre mémoire, si vous voulez, entre mémoire, temps et affectivité et identité pour rendre mieux compréhensible ce qui se joue aujourd'hui dans notre secteur protestant. Mémoire, temps, je parlais tout à l'heure de temps, d'éternité, si vous voulez, d'universalité. Donc, est-ce que je peux moi-même poser cette question, qui suis-je? Donc, ce qui se joue lorsqu'on prend au sérieux la notion de mémoire, c'est surtout qu'elle fait appel à la notion de communauté, de reconnaissance. Là où on peut se raconter. En fait, on a du mal de parler de communauté dans le secteur protestant au Mans. Donc, est-ce qu'il y a un espace où on peut se raconter, on peut raconter notre foi? Si autant de questions ne sont pas résolues, je dirais, on ne peut pas parler d'action politique. Si autant de problématiques, si vous voulez, ne sont pas posées, pour moi, parler d'action politique, c'est peut-être une démarche politique mort-née. Se souvenir et la mémoire, ce n'est pas de la fantaisie, c'est extrêmement important. Donc, c'est une exigence existentielle fondamentale qui permet à l'homme d'être, d'habiter le monde, de vivre au présent, le présent en opérant un travail de créativité avec, au détriment du temps, exposer en détail le sens. C'est s'ouvrir au présent sur le passé qui prétend le nourrir et sur l'avenir qu'il prétend le gérer. La mémoire ne tient pas seulement du passé sa matière, elle tient aussi l'avenir qui ouvre et qui ouvre les grâces des possibles. Et c'est elle, la mémoire, qui rend le passé visible et le présent compris. Un trait d'union entre le passé et l'avenir qui ouvre, en fait, qui offre plutôt au présent une certaine consistance
ontologiques, hein, certaines consistances ontologiques, certaines consistances anthropologiques et sociologiques. Vous voyez, donc comment est-ce que la mémoire, donc toute intellectuelle, toute action politique doit donc tenir compte de cette notion qui est la mémoire. Donc, apprendre à faire mémoire, c'est aussi raconter, se raconter. Je pense qu'il faut accompagner le secteur protestant dans ce processus de retrouvailles avec la mémoire. C'est une pédagogie de la parole, donner la parole. Tous ensemble puissent se raconter dans la foi. Il n'y a pas cet espace-là. Donc, on puisse se raconter. Et, et on a une histoire commune. Et on a quelque chose à dire, à se raconter. Ce n'est pas uniquement l'histoire de Jésus qu'il faut raconter, mais aussi notre histoire. Donc, toute cette trajectoire, on a quand même une trajectoire qui a un sens pour nous. C'est notre passé, c'est notre histoire. Et c'est pour cela que dans ce tourbillon de malheur, il est nécessaire de relire ensemble pour se poser et inaugurer une distance. Pour moi, ces deux notions sont extrêmement importantes. Se poser et inaugurer une distance dans ce carrefour où nous sommes et pour le moment. Il faut être conscient que nous tournons tous en rond pendant des décennies. Nous sommes perdus. Il faut accepter qu'on se perd. Et nous sommes dans le cercle de l'enfer. Nous n'avons plus le plan de notre destinée. Elle est comme une image du royaume des morts. Haïti devient un enfer. L'enfer d'Haïti est avant tout l'enfer de la mémoire. Et c'est ce que moi j'appelle pensée, rationalité. Donc, il faut rationaliser notre monde. Il faut rationaliser, donc rationaliser plutôt notre monde et en fait, oui, notre monde, avant donc, justement de parler d'action politique. Nous voyons nos pas qui ne nous mènent nulle part que sur nous-mêmes. Et c'est avant tout en nous-mêmes que nous nous errons, que nous nous perdons. Cette absence de repères doit nous permettre de nous retrouver, se perdre et se retrouver. Alors, c'est extrêmement important, donc, cette démarche. Donc, se perdre et se retrouver. Dans un deuxième temps, et comme je l'ai annoncé, donc, l'axe théologie. Je veux poser, donc, entre autres, cette question, l'action politique et l'action théologique, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce l'action politique ou l'action théologique? Alors, c'est un champ tout à fait intéressant pour ceux qui travaillent dans le domaine de la théologie de la politique. Une action politique venant du secteur protestant doit partir d'une postulation théorique du contrat, si vous voulez, du contrat, mais aussi du vivre ensemble. C'est la notion de la communauté. Je parlais tout à l'heure. Tout cela n'est possible que s'il y a une mise en place d'une action théologique. Je commence à répondre à la question action politique, action théologique, qu'est-ce qui vient avant? Le problème est préalable porte sur une question fondamentale. Quelle théologie pour le secteur protestant? Et nous sommes encore dans une théologie, si vous voulez, postcoloniale, encore entravée dans une mémoire non racontée et non travaillée. Donc, nous sommes toujours dans une théologie donc, post-esclavagiste, donc postcoloniale. Cette théologie qui est enseignée donc, à travers les missions, à travers si vous voulez, les missions fondées par les missions internationales et les missions fondées par les nationaux. Donc, c'est une théologie qui n'a pas été travaillée. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion. On a en face de nous deux mondes qui s'instituent au sein du protestantisme haïtien et qui peinent à s'articuler de manière à faire venir du commun. Vous voulez, une communauté, de la communauté, ce qui lie
un besoin partagé et commun, se raconter, le collectif, aux dépens de l'individuel. Il institue, au contraire, un ordre de tension au sein du protestantisme haïtien, un monde composé des missions, des grandes missions, si vous voulez, internationales, et qui essaie de conserver une théologie raciste, une théologie raciste, impérialiste, venue de l'étranger, qui n'a pas été travaillée tout à l'heure. Et jusqu'alors, il n'y a pas de remise en question de cette théologie. Et un autre monde, des missions indépendantes, fondées par des nationaux et qui pratiquent une théologie évangélique, ne tiennent, ne tiennent, ne tiennent pas compte de nous en tant qu'Haïtiens, être Haïtiens. Donc, la communauté, imaginez, le monde commun, imaginez, devient caduque, puisque l'imaginaire social n'a pas été structuré par une théologie travaillée par les Haïtiens. Et ce difficile avènement d'une communauté montre la pertinence ici de la notion de mémoire, mais également de la question d'un développement théologique contextuel. Voilà, et comme Dr. Cassius a fait dans ces différents travaux. Il faut partir d'abord, pour moi, sur une définition, la définition d'une théologie contextuelle. Donc, justement, avant de parler d'action politique, vous voyez, donc définir une théologie contextuelle. Dès lors, il faut voir donc Jules Cassius, il faut voir aussi un théologien américain, James Cone, donc, ce que pensée théologie et l'université de la Deuxième République essaie de faire avec Henri Claude. Aussi, il y a un bouquin intéressant donc, qui vient à peine de sortir il y a 2 ans, Silence de Dieu, crise de la foi, donc, qui présente tout un projet théologique. Voilà. Donc, il faut voir tout ça. Donc, moi-même, comment je dois dire ça? Donc, c'est ça, quelle projection plutôt faisons-nous, nous, de Dieu? Et quelle en est la base de cette foi chrétienne? D'accord? Je pense que pour moi, c'est des questions fondamentales qu'il faut se poser pour justement arriver à une définition d'une théologie contextuelle et ce qui va donc formater, si vous voulez, donc l'esprit du protestantisme haïtien ou une pensée donc pour le protestantisme haïtien. Analysons le transfert, la communication du message de génération en génération. Le transfert qui nous a été fait dans l'enseignement reçu, l'enseignement théologique. Il s'agit d'un enseignement d'une foi chrétienne qui part d'un sens théologique pour s'orienter vers une anthropologie particulière et qui constitue un danger pour notre foi. Ceci, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, Claude l'a si bien montré dans sa thèse. Nous avons reçu, dit Claude, l'image d'un Dieu absolument extérieur à l'ordre humain et non pas la figure d'un Dieu pensé et produit, fabriqué par l'homme haïtien à partir de l'image que cet être haïtien a de lui. L'aliénation théologique, si vous voulez, car Dieu n'est pas utilisé pour ce qu'il est réellement, mais au service d'une image d'un Dieu travaillé par les autres. Donc, nous sommes dans un cosmos, une sorte de cosmos. Donc, ce cosmos nous conduit dans un tout, nous conduit tout droit dans une théologie anthropologique qui n'accorde aucune place à la connaissance du Christ. Donc, j'étais dans cette démarche de définir une théologie contextuelle et qui doit être travaillée par des théologiens haïtiens. Donc, moi, je dirais que toute théologie chrétienne, ou si vous voulez, contextuelle, pour être utile, doit être une théologie de libération. C'est un théologien américain qui m'a inspiré là-dessus, c'est James Cone, et qui, dans les années 50, a travaillé une théologie pouvant aider les Noirs américains à s'exprimer librement contre le racisme, l'injustice des Blancs. Et en 1950, 60, 70, toute une théologie a pris naissance aux États-Unis et soulève le problème de lignes de partage des couleurs entre les Blancs et les Noirs. Dans cette décennie, les hommes comme King, Martin Luther King, Malcolm X,
ont su travailler ce que moi j'appelle la nouvelle conscience de soi des Noirs. Et ce sont les décennies du mouvement de la conscience noire qui émergent et marquent toute la vie des Noirs aux États-Unis. Cette décennie, on pourrait l'appeler décennie de la critique de l'Église noire, où il faut pousser leur sens critique afin de fondre la scie et de trouver le vrai sens de l'Église. Et dans mon livre, Silence de Dieu, j'ai essayé de poser le jalon, si vous voulez, et comment il faut restaurer une ère critique au sein du protestantisme haïtien, le travail de la pensée, le travail de l'esprit. Si on veut aller vers le progrès, ceci nous permettra de nous situer par rapport à notre histoire, nous situer donc au retrait des grandes avenues de pensée toutes faites, qui nous ont été enseignées et qui jusqu'à présent nous façonnent notre avenir, malheureusement dans le mauvais sens. Vous voyez, entre ces décennies 50, 60, 70, c'est le moment où la théologie contextuelle aux États-Unis, je peux dire comme ça, a pris sa place pour les Noirs aux dépens d'une théologie occidentale, européenne, puis je le dis ainsi, détrônée de son piédestal de théologie universelle, la théologie occidentale. Et comme James Cone, par exemple, entrepris une vraie théologie systématique en partant de l'expérience et de la souffrance des Noirs. Et Cone était considéré comme un théologien où son attitude était un homme noir en colère, dégoûté par l'oppression des Noirs en Amérique. La clé pour comprendre ces décennies est dans l'interprétation faite du pouvoir noir, appelé comme une théologie, comme le combat théologique. Vous voyez comment donc, comment il fait concilier, donc on fait concilier donc théologie et politique pour voir justement qu'est-ce qui la, la politique. Je veux dire que toute action politique doit définir notre repère théologique. Il y a donc l'urgence de définir notre théologie en Haïti. Et qu'est-ce que nous voulons dire par théologie contextuelle? Qu'est-ce que je veux dire par théologie contextuelle? Voilà. Une théologie contextuelle, pour moi, est sommer, de mimer à tout prix le modèle des sciences humaines et sociales et répondre à des questions qui sont censées d'ordre humain. En un mot, c'est une théologie, elle doit être une théologie en fait, universitaire. Et la théologie universitaire, lorsqu'elle veut prendre du champ, lorsqu'elle est invitée à se prononcer en tant qu'expert sur un sujet tel que celui de la vie, de la cité, de la politique, sa fonction, sa principale fonction est de répandre l'esprit critique. Répandre l'esprit critique et fonder une période où la critique est, doit être sa principale arme de combat contre l'obscurantisme. Par là, la théologie doit rentrer en dialogue, si vous voulez, avec l'histoire, avec la sociologie, avec la psychologie, avec la philosophie. Par ce dialogue, une théologie contextuelle se radicalise par rapport à un passé construit contre nous sur la base de la violence et apte à nous aider à travailler sur une possible construction de l'homme haïtien. C'est une théologie qui vise à changer la structure même de la mentalité du peuple haïtien, tout en lui insufflant une nouvelle construction d'un être capable d'advenir et qui tend vers l'avenir, vers sa destinée. Cette théologie contextuelle, prônée par Casséis, doit inaugurer une critique des grandes cosmologies d'une théologie traditionnelle, si vous voulez, héritée de l'esclavage. Elle critiquera une théologie héritée de l'esclavage qui persiste encore jusqu'à présent, aujourd'hui, et nous coupe de la vie, la vraie vie. Elle destitue ce cosmos et critique la façon dont le christianisme
nous a été apporté donc, à nos grands-parents et la construction des missions. Donc, ça, c'est une critique très, très forte adressée aux grandes missions traditionnelles, comme Nazarène, Pentecôtiste et tout ça. Donc, et la naissance de nos séminaires théologiques critique également le système pour le remplacer par des idées novateurs. Alors, donc, toujours dans cette démarche de pensée, de rationaliser, si vous voulez, notre monde protestant, donc à la recherche des idées pour pouvoir donc aider, faire avancer ce monde, la tâche de la théologie contextuelle est d'analyser la condition de l'homme haïtien à la lumière de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, dans le but justement de créer une nouvelle compréhension de l'identité haïtienne protestante et que l'être haïtien puisse tenir compte de son pouvoir qu'il a. Le pouvoir que nous avons, c'est lorsque nous sommes capables de dire « je suis Manassé, je suis une communauté, nous avons un monde commun. » Donc, nous sommes capables de dire « je ». Ça veut dire jusqu'à présent, au niveau du secteur protestant, nous sommes encore des enfants parce qu'il y a l'absence d'idées, l'absence d'une pensée construite et puis qui pourrait à la limite nous accompagner, donc nous aider à grandir. Le chrétien protestant haïtien est capable de résistance, de résilience face à tout projet de destruction de la nation haïtienne, projet de disparition ou de faire disparaître la nation. En tant que chrétien protestant haïtien, il va falloir qu'il approfondisse devant Dieu son identité. Là, je pense que pour moi, c'est un aspect important. Ici, la question est idéologique, défendre l'haïtianité dans la foi que nous professons en Christ. Donc, pouvoir de dire, en fait, on est capable de dire on a une communauté haïtienne, on a une communauté protestante, qui a un espace où on peut se raconter. Vous voyez, l'essence d'une telle théologie provient d'une détermination à être. Une détermination à être, exister tout d'abord. Car il n'y a pas d'action politique dans une non-existence. Le chrétien protestant ici doit choisir de prendre le chemin du devenir. Notre vocation doit être, si vous voulez, l'incarnation. Autrement dit, l'être. L'être. Devenir de soi. Notre vocation n'est pas de devenir ceci ou cela, mais de devenir soi-même. Devenir est premier par rapport à ceci ou cela qu'on devient. Devenir soi-même, c'est donc la vocation d'une théologie contextuelle. Et comment travailler une action politique dans le secteur protestant en ce moment? Cette question exige, d'une part, de constater qu'on n'est pas une communauté protestante plutôt, n'existe pas encore. Il n'y a pas un espace où on peut se raconter notre doctrine, raconter notre passé, raconter notre foi. Donc, il y a la nécessité, selon nos propos, pour un travail de mémoire, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de finir tout d'abord donc une théologie. Il y a dans la théologie un pouvoir, et ce pouvoir, il est politique. Et merci. Merci beaucoup, Pasteur Manassé. Est-ce que vous pouvez applaudir là où vous êtes? Quand on est sur le Zoom, la meilleure façon de faire, on applaudit silencieusement, mais en manifestant les mains. Donc, félicitations, Pasteur Manassé, pour cette belle introduction. Et déjà, nous avons une main levée. Nous avons une main levée et nous avons une question, soit avec Dr. Hyacinthe, je crois. Donc, Dr. Hyacinthe, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Alors, je n'ai pas de question, mais je voudrais féliciter le professeur qui a fait une très belle intervention. Et comme vous aviez sollicité qu'on le remercie et par des applaudissements neutres ou silencieux, donc j'ai dû cliquer pour faire voir que j'apprécie son intervention. C'est fantastique, c'est magnifique. Merci. Donc, c'est une mise en contexte, c'est-à-dire il a lancé le débat du jour
Et ici, là, ce que nous voulons, c'est d'avoir un espace d'échange, de dialogue entre les théologiens, les pasteurs, les leaders, justement pour arriver, comme Pasteur Manassé vient de dire, pour arriver à la création d'une communauté protestante. Donc, l'idée de communauté protestante, c'est une vision. C'est facile de dire d'avoir un secteur protestant, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire avec l'appellation secteur protestant. Il faut aller au-delà d'une simple appellation. Il faut travailler pour arriver à la construction d'une communauté protestante. Je salue beaucoup la présence du professeur Dr. Célestien Joseph et tous les autres collègues qui sont branchés. Pasteur Ronel Mésidor vient d'être branché. Je salue la présence de M. Winner Demero, la présence du docteur Jules Casseus et tous les autres collègues. Si je ne pas citer non, ça ne va pas dire pas important. Au contraire, si je ne pas citer non, bon Dieu citer non, le plus important toujours. Donc, le débat est ouvert. Vous pouvez prendre la parole lorsque le besoin se fait sentir. Donc, je rappelle le thème qui a été retenu pour cette conférence débat d'aujourd'hui, c'est entre la neutralité et l'action politique. Comment le chrétien protestant haïtien, alors je précise, chrétien protestant haïtien, comment le chrétien protestant haïtien peut-il contribuer au changement de l'environnement socio-politique et sécuritaire d'Haïti, de son pays. Donc, je salue Maître Evans Eltimar, le Petit Gouave. Donc, mes chers amis, vous avez la parole. So, votre prise de parole peut prendre la forme d'une question ou une confirmation à ce que, ou du moins un renforcement de ce que Pasteur Manassé vient de dire, une remise en question aussi, ou du moins vous répondez directement à la question qui a été posée, comment le chrétien protestant haïtien peut-il contribuer à la création, ou du moins au changement de son environnement socio-politique et sécuritaire de son pays. Merci. Le micro est ouvert. Sénateur, sénatrice. Ouais. Bonsoir tout le monde. Moi, je salue Pasteur Manassé et remercier pour l'intervention que vous avez fait là. Il parlait de communauté protestante qui t'a dû servir de base à toute action politique que secteur ça, ou communauté, ou les chrétiens protestants, t'as qu'à au moins engagé sur le terrain. Question de tape ça, et pour Pasteur Manassé, qui est bonne de commencer pour arriver à former communauté protestante ça que lui-même n'a pas dit. Et qui ça nous alors qui où commencer et quels sont les mécanismes que l'on peut utiliser justement pour arriver à atteindre cet objectif qui c'est création communauté protestante ça que lui-même il parlait d'intervention. En fait, merci, sénateur, pour la question. Par contre, si il y a un qui ont un élément de réponse avec questions, ça sont une très bonne question. C'est capable d'ouvrir le débat. Et puis, ces protestants, ils sont sanctifiés, ils sont bonnets, l'autre monde n'est pas bon. Mais parce que c'est ça déjà le premier pas. On veut camper là. Merci, pasteur et pasteur Fizemé. Alors, moi, c'est un bagage pour que nous arrivions saisir. Et cette question, c'est l'interposée. Alors, nous parlons de théologie raciste. Non, bon, il faut que nous prenions sans nous pour nous comprendre ce que ça nous veut dire par là, en théologie raciste, et définir tout le mot raciste. Non. En fait, lorsque, en fait,
il y a un monde qui considère comme inférieur par rapport avec lui-même et ils comprennent que donc toute décision qu'il est capable de prendre, donc il faut qu'il prenne dans nom et dans place où, ça déjà son forme de perversion que lié, forme de racisme dans certain sens. Et j'en mis, en fait, nous parler de ça, donc il faut nous reprendre l'esprit critique là, et c'est ça qu'on a fait. Moi, nous sommes nos missions, pas fait, comprendre, mais ça c'est là pour nous arriver. Instaurer un air critique au sein du secteur protestant. Quand on commence, fait par là, elle a parlé de pensée avant tout. Et Jean, c'est moment tout. Jean, mission yo, ça me parle de mission traditionnelle yo, grande mission yo, Jean yo établi dans le pays, Jean yo institué dans le pays, donc il n'y a pas gagné aucun pouvoir sur la société dans cet sens, ni pour parler, ni pour que faire théologie à parler, ni pour que théologie a exercer, il prend place dans la société, à l'exercer un pouvoir, et pour le capable de régulariser, si vous voulez, donc voilà, ou bien donc répondre avec besoin sociétal. Il n'est pas capable. Ou elle, pendant tout le temps que crise là, la fait course dans la société, l'église, il n'y a pas de position vraiment. Sinon, que prier. Voilà, donc, théologien, donc, il pas fait travail, il le fait. Et dans toute société sérieuse, en Europe, on est aux États-Unis, théologie, il peut remplacer, et nous dit ça tout à l'heure avec Kohn. C'est ça, oui. C'est ça, je pense, et théologie, travail théologien. Travail théologien, c'est permettre que, à ce que théologie qui a exercé dans la communauté, dans la société, est capable de répondre aux besoins de la communauté, aux besoins de la société. Et c'est ça qui va jamais fait, ou qui a besoin de faire dans certains sens. On s'en vient, et James Cone fait dans les années 50, donc pour que James Cone, selon l'histoire, son professeur, c'est le professeur noir qui était dans l'université de l'a enseigné, et puis il l'a enseigné en théologie occidentale. Et après quelques années, il rend compte que théologie l'a enseigné, c'est en théologie, donc l'a répété Tillich, l'a répété donc on série de théologiens occidentaux. Maintenant, théologie, il va répondre avec en fait besoin donc noirs qui dans le ghetto, qui a subi racisme, qui a subi et toutes sortes d'injustices, il va tenir compte de ça. Maintenant, c'est ça me parlait, je suis en colère. Il commençait par mettre de côté la théologie occidentale là, et par développer une théologie qui répond aux inspirations plutôt donc, de sa population, des Noirs américains. Voilà, donc c'est one théologie à ça. Vous comprenez? Donc, c'est par là. Donc, en fait, par là, il faut commencer. Donc, c'est une étape, c'est qu'il y a plusieurs étapes, c'est une étape. Commencer par instituer une théologie capable de répondre aux besoins du peuple haïtien au samedi, donc pour capable de régler sur question communautaire. Oui,